Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Cour suprême iranienne a ordonné qu'un jeune manifestant condamné à mort début novembre soit rejugé, une première après l'exécution de 2 manifestants âgés de 23 ans. Mahan Sadrat, âgé d'une vingtaine d'années, avait été jugé coupable le 3 novembre d'être un mohareb, je cite, c'est-à-dire en guerre contre Dieu, après avoir sorti un couteau, un acte toujours nié par l'accusé qui a reconnu avoir mis le feu à une moto. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'une tribune dans Franc-Tireur cette semaine intitulée « Iran, la faillite des tyrans » et d'une seconde publiée ce matin sur Atlantico intitulée « Répression en Iran, la diplomatie française en pleine erreur de stratégie », son dernier ouvrage, Grand reporter, confession au cœur des conflits, publié chez Amphora. Emmanuel Razavi, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. C'est l'habitude des vraies voix. On se doute que la justice iranienne n'est pas la plus indépendante du monde. Est-ce un geste du pouvoir via la Cour suprême, ce nouveau jugement en vue, même si le 12 décembre, des chercheurs en théologie de l'école coranique de Qom, qui est la plus réputée a priori en Iran, critiquaient les sentences de mort publiées contre les manifestants par la justice iranienne? Je crois en fait qu'il y a deux questions dans ce que vous dites, Philippe. Alors, très clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de geste particulier fait par la République islamique d'Iran. C'est ce que je raconte dans l'enquête que j'ai publiée dans Franc-Tireur cette semaine. C'est que le régime vit des dissensions en fait internes, le régime des mollahs, j'entends, vit des dissensions internes quand même qui sont de plus en plus importantes. Il se rend bien compte aujourd'hui que face au mouvement de contestation, une révolution, il faut appeler les choses par leur nom, c'est ce que disent les contestataires eux-mêmes. Aujourd'hui, il a du mal parce que ce mouvement en fait de révolte transcende à la fois toutes les générations, les catégories sociales et bien sûr traverse tout l'Iran. Et donc de fait, il a besoin aujourd'hui, entre guillemets, de faire croire qu'il lâche du lest, mais n'oublions pas qu'il continue à réprimer de façon extrêmement féroce dans la rue chaque jour, tirant sur les manifestants, arrêtant de façon arbitraire nombre d'entre eux. Je rappelle qu'il y a pas loin de 18 000 personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées en Iran, je parle de 18 000 manifestants, qu'il y a chaque jour des gens qui sont torturés, qui sont violés, qui subissent des simulacres d'exécution. Donc, c'est pas du tout, si vous voulez, à l'image d'un régime qui apaiserait quoi que ce soit. C'est plutôt un régime qui joue la carte du double discours en essayant de faire croire à la communauté internationale et bien sûr aux Iraniens de l'intérieur qui ne sont pas dupes, évidemment qu'il essaye d'apaiser, mais de l'autre côté, en réalité, il continue à réprimer de façon extrêmement brutale. Emmanuel Razavi, il y a 11 personnes condamnées à mort pour avoir manifesté. Pour chaque personne qu'il tue, il y en a 1000 qui se soulèvent. C'est Nazenine, 22 ans, une étudiante à l'université de Machhad, qui le dit. Est-ce la réalité ? Alors oui, vous avez raison de poser cette question-là parce que ça correspond en tout cas à la réalité telle que je l'aperçois en tant que journaliste. Vous reprenez effectivement des mots qui sont prononcés par une Iranienne que j'ai interviewée, mais des Iraniens et des Iraniennes qui manifestent, j'en interviewe régulièrement, comme d'autres de mes confrères. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on entend. En clair, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « nous ne lâcherons rien ». De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut rappeler, Philippe, que l'Iran vit une période particulièrement dramatique de son histoire. Il y a bien sûr, évidemment, ce mouvement en fait de révolution, mais il y a aussi autour de ça un contexte économique. Il faut comprendre que l'Iran aujourd'hui est en proie à une crise économique sans précédent. Il y a au moins 40% d'inflation, il y a 30% à peu près de chômeurs en fait en Iran. Il y a une crise écologique très importante. Il y a toute une partie en fait de l'Iran qui a du mal à avoir accès à l'eau potable. Il y a des coupures d'électricité dans plusieurs villes, ça depuis longtemps d'ailleurs maintenant. Donc on voit que c'est un régime, si vous voulez, qui est de toute façon à bout de souffle. Et en face de ça, les manifestants le disent, nous le disent quand on les interroge, c'est qu'ils ne veulent plus de toute façon supporter à la fois la violence du régime, bien sûr, dans un contexte qui en plus de toute façon est dramatique parce que quand on n'a plus en fait de quoi se nourrir 2 fois par jour, c'est une réalité dans beaucoup de villes et de villages en fait de l'Iran. Quand on n'a plus accès à l'eau potable, évidemment, à un moment donné, on considère qu'on n'a plus le choix. Et c'est ce que disent en fait ces jeunes qu'on interroge, que j'interroge, c'est nous n'avons plus le choix, nous ne reculerons pas. Je pense que c'est ce qui fait quand même la spécificité de ce mouvement, parce que ça dure maintenant depuis 3 mois. Il y a eu par le passé des mouvements de révolte en Iran qui se sont arrêtés face à la brutalité du régime assez rapidement. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Ça ne s'arrêtera pas. Je pense que de l'autre côté, d'ailleurs, le régime n'arrêtera pas non plus, si vous voulez. On a 2 forces
antagonistes qui s'opposent. L'une, évidemment, incarnée par le régime des mollahs extrêmement brutal. Et puis, ces manifestants, quand même pacifiques, il faut le dire, parce qu'ils ne sont pas armés, voilà, qui prennent des risques inconsidérés, mais qui n'ont plus peur. Ils disent d'ailleurs eux-mêmes, très souvent, que la peur a changé de camp, que la peur est dans le camp des mollahs. Ce que l'enquête que j'ai réalisée pour Franc-Tireur tente à laisser, confirmer. Pour confirmer en quelques mots, vous le rappelez, 40% d'inflation, un tiers de la population au chômage, 60% de l'économie confisquée par les gardiens de la Révolution. Cette situation économique désastreuse, elle peut peser lourd dans la balance ? Alors, moi, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut analyser de toute façon ce mouvement de révolte par le biais, évidemment, du contexte à la fois de crise économique, sociale, sanitaire aussi, parce que le Covid est passé par là, avec beaucoup de morts. On ne connaît même pas d'ailleurs les chiffres réels des victimes. Et cette crise environnementale dont je parlais tout à l'heure. Donc, évidemment, tout ça contribue à affaiblir, en fait, le régime des mollahs, avec un vent de contestation qui est absolument incroyable. Je raconte dans mon enquête qu'il y a un chiffre qui sort, d'ailleurs c'est un chiffre qui a été produit en interne par les mollahs, par un de leurs services de renseignement, qui dit que 87% des Iraniens seraient favorables au mouvement en fait de révolte. Ce qui veut bien dire en fait que les mollahs se retrouvent minoritaires aujourd'hui. Et pour en venir à votre première question qui était est-ce que les mollahs jouent l'apaisement, je ne le crois pas, mais je pense qu'ils voient bien qu'aujourd'hui ils commencent à être dépassés, qu'il y a ces fractures en fait à la fois externes et internes qui commencent à le fragiliser. Donc il fait semblant, ça était son jeu depuis 43 ans, de montrer comme ça des signes d'apaisement, mais la réalité c'est que c'est pardonnez-moi l'expression, mais c'est du pipeau, puisque de l'autre côté, ils continuent à réprimer de la façon la plus violente. Emmanuel Razavi, vous l'avez rappelé, un groupe de hackers, donc Black Reward, c'est les services de renseignement iraniens, 87% des Iraniens soutiennent le mouvement, et toujours le même groupe, il a publié un document piraté dans lequel Gholam Ali Haddad Adel, proche de Khamenei et membre du Conseil du discernement, qui conseille le guide, avouait que la milice des Bassidji s'est affaiblie et n'a plus suffisamment les capacités de se mobiliser. Entre 87% de la population qui soutient le mouvement et la milice qui ne peut plus réagir, est-ce que le régime n'est pas condamné à tomber ? Alors, il faut se garder évidemment de faire des prévisions. Moi, je crois effectivement cependant qu'il y a une vraie tendance qui est à la fragilité de toute façon de ce régime. Je pense effectivement que c'est un régime qui pourrait vaciller. Voilà, pour autant que les manifestants aujourd'hui soient soutenus par l'extérieur, parce que, si vous voulez, ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, c'est une chose, mais les Iraniens eux-mêmes qui manifestent depuis 3 mois disent qu'ils ont besoin du soutien de la communauté internationale, notamment des États-Unis, particulièrement de la France. La France a un rôle extrêmement fort aux yeux des Iraniens, extrêmement symbolique. Donc oui, je pense que ce régime peut tomber. Je ne sais pas s'il va tomber, mais je pense qu'il peut tomber. Voilà. Pour autant, encore une fois, qu'à un moment donné, on fasse les bons pari sur ce. Vous savez, c'est un pari sur l'avenir aujourd'hui. Il y a des forces d'opposition. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon enquête. C'est ce que vous racontez, notamment la famille du Shah. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs mouvements d'opposition en fait en Iran. Évidemment, vous avez ces monarchistes constitutionnalistes qui sont incarnés effectivement par la famille Pahlavi d'une part, mais vous avez aussi des gens comme Masih Alinejad qui est aux États-Unis. Vous avez des gens à l'intérieur de l'Iran. Il y a des comités qui sont organisés. Vous avez en fait une somme aujourd'hui, je dirais, de mouvements qui sont soit politisés, soit apolitiques d'ailleurs pour certains, mais aujourd'hui qui commencent quand même à être très organisés. D'ailleurs, ils se parlent, ils font remonter des informations de l'intérieur de l'Iran jusqu'auprès de la diaspora. C'est ce qui nous permet parfois, à nous journalistes d'ailleurs, de publier en fait certains documents. Donc on voit bien qu'il y a une organisation, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Mais est-ce que c'est misé sur ces gens-là? Mais est-ce que ces oppositions peuvent s'unir? On avait vu pour renverser le Shah qu'il y avait eu l'union de la carte et du lapin entre les islamistes de Khomeini et les communistes, pour qui ça s'est d'ailleurs très mal terminé. Est-ce que ces oppositions, elles peuvent s'unir pour renverser le régime, Emmanuel Razavi? Alors je crois que oui. Je crois que ce n'est jamais simple, évidemment, parce que chacun a ses prétentions, ses revendications. Mais dans les faits, moi, ce que je constate, c'est quand même depuis quelque temps, elles se parlent. Et ça, c'est important. La deuxième chose, et vous avez raison de le rappeler, c'est que dans toutes les têtes, il y a l'histoire de 1978-79 où l'extrême gauche et les islamistes se sont alliés pour renverser en fait le Shah. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. D'abord, une dans les mouvements d'opposition, il n'y a pas d'islamistes, ou alors très très à la marge avec les moudjahidines du peuple, mais dont personne quasiment veut entendre parler et qui ne représentent pas grand-chose. Donc, en clair, aujourd'hui, les mouvements d'opposition, vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé des monarchistes constitutionnalistes, j'insiste là-dessus, oui. Parce qu'ils sont pour une monarchie constitutionnelle, mais ces mouvements laïques aussi, qui sont
incarné par des républicains de gauche d'ailleurs ou de droite, parfois apolitiques, encore une fois c'est important de le rappeler. Ils commencent à s'organiser, plutôt pas mal d'ailleurs, ils commencent à se parler. Donc on voit bien qu'il y a une volonté pour ces gens-là de se mettre autour de la table pour préparer, si vous voulez, un nouvel Iran. Charge maintenant la communauté internationale, et je le dis, c'est important cette semaine parce qu'on voit que la diplomatie française a tendance à vouloir parler un peu avec des gens qui ont pu participer au régime des mollahs, notamment les réformateurs. Je pense que c'est une erreur. En tout cas, aux yeux des Iraniens, plus personne ne veut entendre parler des mollahs, qu'ils soient conservateurs ou réformateurs. Ça, c'est très clair. C'est ce que j'entends dans toutes mes interviews. Mais il y a un pari sur l'avenir, je pense, à faire sur ces mouvements-là, qui quand même ont une existence, se font entendre de plus en plus, en fait, dans les médias, sont en train de s'organiser. Il ne faut pas oublier une chose, il y a 3 semaines, un mois environ, Emmanuel Macron, président de la République, a reçu Massi Alinejad, c'était quand même extrêmement symbolique. Bruno Retailleau, au Sénat, il y a une quinzaine de jours, a reçu Farhadiba, l'ex-impératrice d'Iran, avec sa petite fille, la princesse Nour, et son neveu, le prince Daoud. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Je pense qu'on est dans un moment où il faut qu'il y ait une accélération, si vous voulez, de notre diplomatie, qu'on montre de façon extrêmement claire, donc de l'histoire, effectivement, qu'on montre de façon extrêmement claire qu'on soutient ces mouvements d'opposition, qui sont des mouvements d'opposition qui incarnent, je pense, la promesse d'un avenir pour l'Iran, mais aussi, je dirais, à la fois pour le Moyen-Orient et pour le monde, parce qu'un Iran stabilisé que ces gens-là pourraient reconstruire, va amener la stabilité au Moyen-Orient, et bien sûr, par voie de conséquence, la stabilité, je pense, pour le monde occidental également. Et il y a une chose qui est inconnue dans la crise en Iran, vous en parlez très justement, Emmanuel Razavi, c'est le rôle de l'armée, une armée de 350 000 hommes. Elle a joué un rôle clé en 79 lors du renversement du Shah. Pourrait-elle jouer à nouveau un rôle clé ? Alors, c'est toute la question. En fait, vous posez l'une des questions essentielles, Philippe. Que va faire l'armée ? Alors, on a vu très ponctuellement, c'est ce que je raconte dans mon enquête, effectivement, qu'à 3 ou 4 reprises, des militaires ont pris la défense, si vous voulez, ont protégé des manifestants contre les passes d'Aran. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a l'armée régulière, donc forte de 350 000 hommes environ, vous le rappeliez, et puis il y a une sorte de force paramilitaire qu'on appelle le Sepa, les gardiens de la Révolution, forte de plus ou moins 150, 160 000 hommes. Les gardiens de la Révolution, c'est vraiment le bras armé du régime, si vous voulez, alors qu'au sein de l'armée, aujourd'hui, on entend quand même un certain nombre de cadres, notamment de cadres intermédiaires, dire « mais on n'a pas, nous, envie, en fait, de faire la police, on n'a pas envie de tirer, en fait, sur la foule ». Évidemment, c'est une armée, en fait, qui est issue de la population et elle ne voit pas pourquoi elle aurait à combattre cette population dont elle est issue. Il y a un deuxième point, c'est que les gardiens de la Révolution sont de véritables rentiers du régime parce qu'ils ont mis, même si c'est une milice paramilitaire, ils ont mis la main sur quasiment 60% de l'économie en fait iranienne. Donc, ce sont de véritables rentiers du régime, donc eux ne veulent pas lâcher. Mais évidemment, si l'armée venait à bouger, ça pourrait changer beaucoup de choses. Vous l'avez rappelé justement, en 79, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. Je rappelle que vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'une tribune dans Franc-Tireur intitulée « Iran, la faillite des tyrans », publiée cette semaine et d'une seconde, publiée aujourd'hui sur Atlantico intitulée « Répression en Iran, la diplomatie française en pleine erreur de stratégie » et votre dernier livre, Grand reporter, confession au cœur des conflits, puisque vous avez bourlingué dans le monde entier, en Iran, en Afghanistan, etc. Et c'est un livre absolument passionnant, publié chez Amphora. Merci et bonne fête de fin d'année à vous. Merci Philippe, bonne fin d'année à vous et aux auditeurs.